Bonjour à toi chers aventuriers des internets et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume pour une nouvelle petite vidéo, une nouvelle chronique finalement. Et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose d'absolument intéressant, ça s'appelle le biais du survivant. Alors le biais du survivant, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est un biais cognitif qui tend à vouloir surévaluer les chances de la réussite d'un projet, n'importe quel projet. Et ça, tout simplement, parce qu'on va étudier, on va entendre parler, on va observer que ceux pour qui ça a marché. C'est quelque chose qui se voit énormément dans les livres, dans les trucs un peu inspirants, un peu entrepreneurs, parce qu'on va vous montrer, on va dire, bon voilà comment, je sais pas, Steve Jobs, voilà comment Bill Gates ont fait en leur temps. Toi, t'es motivé, t'as envie de réussir, t'as envie d'être un nouveau Bill Gates. Et tu te dis, mais comment a-t-il fait? Je vais m'intéresser à sa vie, à sa biographie. Et en faisant ça, eh ben, généralement, ça marche très peu parce que tu oublies énormément de choses qui sont les personnes pour qui ça n'a pas marché. Autre endroit dans lequel on trouve le biais du survivant qui tend à nous faire surévaluer la qualité des choses, c'est la musique. Et si vous avez vous-même plus de 25 ou 30 ans, vous savez qu'on se dit souvent, la musique, est-ce que c'était pas un peu mieux avant? Alors, si t'as envie, mais mauvaise nouvelle, encore une fois, c'est le biais du survivant, parce qu'on se souvient des musiques qui étaient sympathiques, tout simplement parce qu'elles continuent d'être diffusées, alors qu'aujourd'hui, on écoute absolument tout ce qui est bon, comme ce qui est vraiment beaucoup moins bon, voire très nul, voilà. Mais, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, et il y a 3000 ans, il y avait des musiques absolument nulles, et les seules choses qui restent aujourd'hui, c'est celles qui passaient pas mal. Bon. Mais pour pouvoir un peu mieux illustrer ça, je vais vous parler d'une des applications, d'un des cas concrets du biais du survivant qui porte le mieux le nom de biais des survivants, tout simplement. Je vais parler d'avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale qui illustre parfaitement ce biais du survivant? Eh bien, la Royal Air Force envoie des avions afin de se battre, afin de bombarder l'Allemagne du petit moustachu. La Royal Air Force envoie ses avions, envoie ses bombardiers, et ils ne rentrent pas tous. Bon, c'est normal, c'est la guerre, en bas, il y a des gens qui n'ont pas envie de se prendre des bombes, qui tirent dessus, afin de les arrêter. Et évidemment, quand on envoie des avions, eh ben on a envie qu'ils reviennent. Voilà, parce que dedans il y a des mecs qu'on aime bien, parce que l'avion lui-même il est cher, parce qu'on aimerait bien pouvoir l'utiliser plus d'une fois. Donc on se dit comment on fait pour augmenter sa survivabilité. Et ça avec un autre critère, qui est qu'un avion, tu peux pas le rendre trop lourd, parce que s'il est vraiment trop lourd, bon, déjà, il décolle pas, il vole pas, c'est pas pratique, mais même s'il est juste un peu trop lourd, il va perdre en autonomie, parce que le moteur, il faut qu'il le pousse pour avancer. Donc si c'est trop lourd, ça consomme plus de carburant, ton avion, il va 2 fois moins lent, s'il n'arrive pas à aller jusqu'à l'endroit où tu as envie qu'il aille lâcher des bombes, ça ne sert à rien. Idem, s'il y a des gens qui ont envie de se le faire, le fait qu'il soit trop lourd, ça le rend plus lent, moins maniable, bref, ça n'augmente pas sa survivabilité. Et du coup, pour les avions de guerre, on cherche à augmenter le blindage de façon raisonnée. Comme à l'époque, on se dit, voilà, moi, mes avions, ils reviennent pas tous, il faut que je les blinde quand même un peu plus, et le mécanicien, le techos, l'ingénieur, ils se disent, mais là, si on regarde les trous sur la carlingue, on sait où est-ce qu'ils se font le plus tirer dessus. Du coup, si on renforce ces zones-là, a priori, ils vont plus revenir. Alors, oui, mais non. Non, pas du tout. Parce que ils font ça, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a encore moins d'avions qui reviennent. Sans doute parce qu'ils sont devenus plus lents. Et aussi parce que on n'a pas du tout renforcé les bons endroits, voilà, tout simplement. Et ça, quand je dis on n'a pas du tout renforcé les bons endroits, et bah je vais le mettre sans doute avec une petite illustration, par ici, ou alors même en très grand. On voit que
les zones qui étaient principalement percées, c'est ce qu'on appellera des zones non stratégiques, genre le bout des ailes. Genre un peu le centre de la carlingue, mais un endroit où c'est tellement gros que de toute façon, ça maintient un peu sa structure. Et les endroits qui ont été situés comme pas stratégiques, ça va être le cockpit, ou les moteurs, ou la tourelle, c'est-à-dire l'endroit où on stocke de l'explosif. Et là, on se dit instinctivement, quand je le décris comme ça, plus protéger les moteurs, le pilote, ou les endroits qui menacent de faire boum si on leur tire dessus, ça paraîtrait hyper intelligent. Sauf que, on se rappelle, ils n'ont pas fait ça, ils ont renforcé l'endroit où il y a les petits points rouges, où il y a les traces de balles. Mais, heureusement, il y a un mec, il arrive, et il est super malin, le mec, il est mathématicien, il est statisticien, il s'appelle, si je regarde, Abraham Wald, et qu'est-ce qu'il dit, Abraham? Il dit, bon, il se dit pas juste, c'est con d'avoir tout renforcé sauf le moteur et le cockpit. Lui, ce qu'il se dit, c'est, vous avez fait une étude statistique des endroits les plus touchés par nos adversaires, par la DCA ennemie, par des canons, par les mitrailleuses, par tout ce que vous voulez, sauf que vous l'avez fait que sur les avions qui sont revenus, sur les survivants. Vous avez subi ce qu'on appellera le biais du survivant. Parce que ça veut surtout dire que tous les avions qui sont pas revenus, a priori, potentiellement, ils ont été touchés dans les zones non marquées. Parce que ces zones marquées-là, ce qu'on a identifié, ce sont les zones où si on tire dessus, l'avion, globalement, il s'en fout, son équipage, globalement, il s'en fout, et ils arrivent à rentrer malgré ça. Ce qui veut donc dire que ce qu'on cherche à renforcer à cet endroit, à ce moment-là, ce ne sont pas les zones marquées sur les avions, enfin, les zones percées sur les avions qui reviennent, mais bien les zones intactes sur les avions qui reviennent, parce que ce sont les zones qui, a priori, seront les plus stratégiques. Et devinez quoi, quand on fait ça? Eh bien, ça marche. Plus d'avions reviennent, et plus de pilotes, de canonniers, et de tout l'équipage vont revenir en vie. Bref, ce qu'on peut dire, c'est ce n'est pas en regardant les survivants que l'on sait quoi faire, c'est en regardant ceux qui ont échoué qu'on remarque quelles sont les erreurs à ne pas répéter, quels sont les incidents, les accidents, les problématiques que l'on est à même de rencontrer, et que ceux contre qui il faut se préparer. Mais, il faut pas oublier un truc. C'est un autre statisticien qui s'appelle Marc-André de Sautel, qui est a priori québécois, qui nous a dit, petite faiblesse de la logique d'Abraham Wald, c'est que en se disant que les avions qui ne sont pas revenus, c'était parce qu'ils sont fait tirer dans les zones qui n'étaient pas marquées sur les survivants, eh bien, c'est aussi une faiblesse, parce qu'on peut avoir d'autres problématiques, comme, je sais pas, une panne moteur, on peut avoir des réservoirs trop petits, on peut avoir d'autres problématiques, donc le fait de faire des suppositions, c'est pas forcément la bonne solution. La bonne solution, c'est évidemment d'avoir un échantillon représentatif complet de ceux qui ont marché comme ceux qui n'ont pas marché pour avoir une compréhension globale du sujet. Alors oui, je suis d'accord. Cependant, dans le cas précis des avions que j'ai évoqués, le fait de pouvoir observer ceux pour qui ça n'a pas marché marche pas hyper bien, parce que généralement, les avions qui sont défoncés, ils sont défoncés par quelqu'un qui ne les aime pas. C'est-à-dire généralement par l'ennemi. Et ils ont tendance à tomber à l'endroit où ils ont eu un problème. C'est-à-dire chez quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est-à-dire l'ennemi. Et donc une personne qui a priori ne va pas nous renvoyer la carlingue afin qu'on puisse étudier pour savoir si c'était plutôt un problème moteur ou parce que on a fait sauter la réserve à munitions. Mais, voilà. En dehors de ce cas particulier où les personnes qui possèdent les enregistrements, les marques, les preuves de nos échecs n'ont pas envie de communiquer, eh bien, le bon conseil, si on veut s'améliorer, si on veut réussir ses projets, c'est bien évidemment de s'informer de façon globale, complète sur le marché, et pas juste de regarder si, pour Bill Gates, Steve Jobs ou Elon Musk, ça a bien marché, et ce qu'ils ont fait pour que ça marche bien, parce qu'ils ont peut-être eu aussi pas mal de chance. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi pour ton attention, merci d'être resté jusqu'au bout. Et si tu es resté jusqu'au bout, c'est que, a priori, ce que je t'ai dit t'a plu, ce que j'ai fait t'a plu, cette vidéo t'a plu, alors like-la, cette vidéo t'a plu, alors commente-la, partage-la. Et surtout, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos afin d'en savoir plus un peu sur tous les petits sujets que j'ai pu traiter,
découvrir des livres, pourquoi pas. En tout cas, merci à toi pour ton soutien. À bientôt. Salut!